17 septembre 2024. À Beyrouth, la capitale du Liban, la journée avait commencé comme toutes les autres. Les habitants se pressèrent dans les rues, le rythme habituel d'une grande ville méditerranéenne. Vers 15h30, un combattant du Hezbollah sentit son bip électronique vibrer. Un message d'erreur étrange s'afficha sur le petit écran. Il appuya sur un bouton. À cet instant précis, l'appareil explosa entre ses mains. Au départ, cela parut un incident isolé, une panne technique sans importance. Mais en quelques minutes, puis en quelques heures, des explosions similaires se produisirent dans tout le pays. Un appareil, puis des dizaines, puis des centaines se mirent à exploser, transformant ces dispositifs en pièges mortels pour leurs utilisateurs. La panique gagna rapidement la population. Les hôpitaux se remplirent de blessés et le nombre de victimes augmenta à un rythme inquiétant. Il devint vite évident qu'il ne s'agissait pas d'une coïncidence, c'était une attaque coordonnée visant les membres du Hezbollah. Les premières enquêtes désignèrent le Mossad, le service de renseignement israélien, comme l'auteur probable de l'opération. Ce plan aurait été préparé pendant des années. La question qui sidéra le monde fut « Comment avait-il pu infiltrer la chaîne d'approvisionnement et transformer de simples appareils de communication en armes contre ceux qui les utilisaient ?» Par cette opération, Israël porta un coup extrêmement dur à son adversaire le plus redouté. Nous allons maintenant revenir, étape par étape, sur le déroulement de cette journée d'explosion et sur la manière dont ce plan audacieux a été mis à exécution. Mais avant d'expliquer comment le Mossad a réalisé cette opération dite du bip piégé, il faut comprendre pourquoi Israël a choisi d'agir de manière aussi directe face au Hezbollah, dirigé en 2024 par Hassan Nasrallah. Le Hezbollah est depuis longtemps un ennemi juré d'Israël. Fondé en 1982 par des religieux chiites, le mouvement s'est donné pour objectif déclaré de résister à Israël. Ses dirigeants ont souvent exprimé des positions hostiles, appelant à la disparition de l'État hébreu qu'ils considéraient comme illégitime. Mais le Hezbollah n'était pas qu'un groupe idéologique. Il bénéficiait d'un soutien massif de l'Iran, estimé par les États-Unis à près de 700 millions de dollars par an, ainsi que de l'aide de la Syrie en armement et en financement. Avec ces soutiens, le Hezbollah est devenu une véritable puissance parallèle au Liban. Des représentants au Parlement, sa propre chaîne de télévision Al-Manar, des écoles, des hôpitaux et surtout une branche armée considérable. En 2024, on estimait ses effectifs à près de 100 000 combattants, soit plus que l'armée régulière libanaise. Face à une telle force, Israël jugeait le dialogue impossible. Au siège du Mossad, des plans pour neutraliser le Hezbollah et ses dirigeants étaient élaborés depuis des décennies. L'organisation est considérée comme terroriste dans de nombreux pays à travers le monde. Les tensions se sont intensifiées après l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. Dès le lendemain, le Hezbollah ouvrit un second front depuis le territoire libanais. Au cours de l'année suivante, près de 1900 roquettes furent tirées vers Israël. Le nord du pays vécut sous une menace constante. Des dizaines de villes furent évacuées et plus de 60 000 habitants durent quitter leur foyer. Le Hezbollah visa aussi bien des infrastructures que des zones résidentielles et des positions militaires. Israël dut faire face à une double offensive, dans la bande de Gaza contre le Hamas et au nord contre le Hezbollah. C'est dans ce contexte qu'en septembre 2024, le Mossad lança l'une de ses opérations les plus audacieuses. Son objectif principal était de frapper le cœur de l'organisation ennemie. Mais une question demeure. Comment ont-ils réussi à introduire des explosifs à l'intérieur même de ces petits appareils électroniques et à faire en sorte que leurs porteurs les conservent sur eux? De nos jours, beaucoup ont oublié ce qu'était un pager. Dans les années 1990, c'était un petit récepteur portatif servant à recevoir de courts messages. Ce petit appareil ne permettait ni de passer des appels, ni d'enregistrer des vidéos. Il ne faisait que recevoir. Quelque part dans un centre de contrôle, un opérateur tapait un court message. Le système l'envoyait par radio, et dans votre poche, vous sentiez une vibration ou un bip avant qu'un minuscule écran n'affiche quelques lignes de texte. Parfois, c'était juste un numéro à rappeler. Parfois, une courte phrase ou un code. La communication allait dans un seul sens. Pas de micro, pas de caméra, pas de géolocalisation. Un avantage majeur, presque rien à intercepter. Les batteries qui tenaient des semaines. L'appareil coûtait peu, était robuste et fonctionnait même là où les téléphones portables échouaient. Ce n'est pas un hasard si les pagers sont encore utilisés dans certains hôpitaux. Et c'est là qu'entre en scène le Hezbollah. Après le 7 octobre 2023, Hassan Nasrallah insista sur une discrétion absolue. Selon lui, un smartphone est une faille dans la poche. Géolocalisation, métadonnées, messagerie, sauvegarde dans le cloud, tout peut être repéré, analysé, puis exploité. En février 2024, il déclara publiquement « plus de téléphone ». Il recommanda de les éteindre, de les enterrer ou de les ranger à l'écart. Cette interdiction concernait non seulement les combattants, mais aussi leurs familles. Moins d'écrans, moins de traces numériques. Alors, que restait-il? Le retour à la technologie ancienne,
les pagés et les radios simples. L'idée était claire. Si un appareil ne fait que recevoir, il est plus difficile à tracer. Si le réseau est basique, il est plus difficile à pirater. Et si la batterie tient un mois, nul besoin de sortir souvent pour la recharger. Ces appareils ne se connectaient pas à Internet et n'envoyaient aucune notification intrusive. En somme, un outil parfait pour un groupe clandestin, discret, fiable, peu coûteux. C'est pourquoi, au printemps 2024, les pagés s'étaient largement répandus dans l'organisation. Des messages courts, des diffusions de groupes, un minimum de traces numériques. La logique semblait solide. Supprimer les smartphones, c'était supprimer la principale faiblesse. Mais une faille demeurait, croire que la simplicité garantit la sécurité. Les événements qui suivirent allaient démontrer à quel point cette confiance pouvait se retourner contre eux. L'opération des pagés de septembre 2024 n'était pas une improvisation. Elle fut le résultat de longues années de préparation, commencées près d'une décennie plus tôt. Ce n'est que récemment que ces détails ont été rendus publics. Dans une interview accordée à l'émission 60 minutes, 2 anciens agents du Mossad ont accepté de révéler une partie de l'histoire. Leur visage était masqué, leur voix modifiée, mais leurs propos ont eu l'effet d'une révélation. Pour la première fois, des acteurs directs de l'opération levaient un coin du voile. L'un d'eux, présenté sous le pseudonyme Michael, expliqua que tout n'avait pas commencé avec les pagés. Les premiers tests concernaient des radios. En apparence, il s'agissait d'appareils tactiques ordinaires utilisés depuis des années par les membres du Hezbollah. Mais dans le compartiment de la batterie, les ingénieurs israéliens avaient dissimulé de minuscules charges, transformant ces radios en dispositifs contrôlables à distance. Les agents israéliens avaient réussi à s'infiltrer dans la chaîne d'approvisionnement au point que le Hezbollah acheta lui-même plus de 16 000 de ces appareils. Pendant des années, ils restèrent inactifs. Israël attendait le bon moment, testait ses systèmes, perfectionnait la méthode et observait comment l'adversaire s'habituait à ce matériel. Ce fut une phase longue de près de 10 ans de préparation. Mais au fil du temps, les tactiques changèrent. Les radios n'étaient plus toujours portées sur le terrain. Pour une communication plus stable, les militants se tournèrent vers les bons vieux pagés économiques, simples et dotés d'une autonomie remarquable. C'est alors que le Mossad passa à la phase suivante. L'objectif n'était plus d'agir sur un seul appareil, mais sur un réseau complet que l'organisation utilisait chaque jour. Ainsi, 10 années de préparation autour des radios devinrent la base d'une opération plus audacieuse, la neutralisation simultanée de milliers de pagés. Et lorsque tout fut prêt, quand l'idée fut affinée, les tests validés, une phase encore plus délicate commença. Amener son adversaire à acheter exactement ce que vous voulez lui vendre, voilà l'essence de cette opération. Ce n'était pas un simple coup de génie, mais une mise en scène méticuleuse, préparée comme une véritable pièce de théâtre. Tout avait été pensé. De fausses sociétés, des publicités convaincantes, des vendeurs apparemment sincères et une chaîne de distribution soigneusement orchestrée. Chaque acteur jouait son rôle à la perfection. Dans ce décor construit pour tromper sans éveiller le moindre soupçon. Dans une interview accordée à l'émission 60 minutes, plusieurs anciens membres du Mossad ont levé un coin du voile sur cette stratégie. L'un d'eux, présenté sous le nom de Michael, expliqua calmement « Les acheteurs ne savaient pas qu'ils se procuraient de ces appareils auprès d'Israël ». Autrement dit, un réseau complet d'intermédiaires, de contrats factices et d'entreprises écrans avait été mis en place pour donner l'illusion d'un commerce tout à fait normal. Les services de renseignement avaient bâti un véritable jeu de masques économiques où chaque façade cachait la suivante. Un autre agent, nommé Gabriel, décrivit cette méthode avec des mots qui en disent long. Nous avons construit un monde parallèle, société sur société, couche après couche. Nous écrivons le scénario, nous le réalisons, nous produisons le spectacle. Leur atelier, c'était donc l'économie mondiale elle-même, un théâtre d'affaires crédible où tout semblait authentique. C'est dans ce décor qu'apparut une marque bien réelle, Gold Apollo. Son nom fut intégré dans l'histoire commerciale du projet et par le biais de plusieurs courtiers, les produits furent vendus comme venant d'un fabricant indépendant. Selon Gabriel, la société Gold Apollo ignorait totalement qu'elle servait d'écran à une opération secrète. Dans le même esprit, le Mossad fit appel à une représentante connue du Hezbollah sous ce nom commercial. Grâce à sa réputation, la confiance s'installa rapidement. Les premiers lots d'appareils furent présentés comme des cadeaux ou des mises à jour technologiques, souvent offerts ou proposés à des prix très attractifs, de quoi dissiper toute méfiance. En parallèle, tout un dispositif marketing accompagna l'opération. Affiches, brochures, démonstrations, stands professionnels. Tout semblait provenir d'un constructeur crédible vantant des arguments techniques solides, appareils robustes, étanches, résistants à la poussière, autonomie prolongée. Un discours commercial banal, presque rassurant, qui ne laissait entrevoir aucune manœuvre clandestine.
Selon une enquête du New York Times, plusieurs sociétés écrans, dont Back Consulting, furent utilisées pour masquer l'implication du renseignement israélien et brouiller les pistes de la chaîne d'approvisionnement. Les appareils eux-mêmes avaient été discrètement modifiés. Une petite charge intégrée dans le compartiment de la batterie, invisible au contrôle standard, y compris les rayons X. Le journal soulignait que de telles modifications étaient presque indétectables, même dans les inspections les plus rigoureuses. Des sources libanaises citées par Sky News affirmaient que le Hezbollah avait commandé environ 5000 pagés, tandis qu'Israël avait, par d'autres canaux, déjà vendu plus de 16 000 radios à l'organisation. Ces volumes considérables transformèrent ces dispositifs en un vaste réseau de communication interne. Une fois la confiance acquise et les appareils largement diffusés, il ne restait plus qu'à attendre le moment choisi. Ce moment arriva le 17 septembre 2024. Beyrouth se réveilla comme à son habitude, circulation dense, marché bruyant, commerces ouverts, mais vers 15h30, la routine quotidienne bascula soudainement. Dans plusieurs quartiers du sud de la capitale, des appareils commencèrent à se dérégler simultanément, provoquant une série d'incidents inattendus. Ce qui paraissait d'abord un simple dysfonctionnement technique se révéla rapidement être l'un des épisodes de contre-espionnage les plus sophistiqués de ces dernières années. Les pagés que le Hezbollah avait récemment acquis en grand nombre se mirent à se déclencher les uns après les autres. À Beyrouth, dans la vallée de la Bekaa, dans le sud du pays, et même au-delà des frontières du Liban, en Syrie, y compris dans certaines zones de Damas. Tout commença comme un message ordinaire. Quelqu'un saisit un texte dans le système et le signal se propagea dans la ville. Les appareils, glissés dans des poches ou accrochés aux ceintures, captèrent l'alerte, vibrèrent et affichèrent à l'écran « Nouveau message ». Pour leurs propriétaires, tout semblait familier et sans danger. Mais à l'intérieur, le piège était déjà en place. Les dispositifs avaient été modifiés en amont. Un signal en apparence inoffensif se transforma en déclencheur et l'écran anodin devint l'interface d'activation. Au moment où l'utilisateur tentait de lire le message, le pager se déclenchait brusquement entre ses mains. Ce qui devait être un outil de communication s'était mué en instrument de sabotage. Beaucoup d'utilisateurs furent pris complètement au dépourvu. Certains entendirent un bip marqué, suivi de l'affichage « Vous avez un message important ». Pour le consulter, il fallait appuyer simultanément sur 2 boutons. Une manipulation qui garantissait que l'appareil serait tenu, bien en vue, dans les mains de l'utilisateur. C'est précisément à cet instant que survenait le déclenchement. Des rapports ultérieurs confirmèrent que même l'ambassadeur d'Iran au Liban, Mojtaba Amani, fut blessé lorsque son pager se déclencha de cette manière. Les détonations ne se limitèrent pas à quelques cas isolés. Elles se poursuivirent pendant près d'une demi-heure, progressant par vagues à travers plusieurs quartiers. La panique se répandit. Des passants jetèrent leurs pagers dans la rue, tandis que des hôpitaux, débordés, tentèrent de gérer l'afflux soudain de blessés. Plus de 150 hôpitaux, à travers le pays, signalèrent une arrivée massive de victimes. Le ministère de la Santé recommanda en urgence à tous de se débarrasser de ces appareils et appela le personnel médical à se mobiliser pour faire face à une situation d'ampleur nationale. Pour le Hezbollah, le choc fut sans précédent. En quelques minutes, le système de communication considéré comme une alternative sûre au smartphone s'était effondré. Ce qui était censé les protéger de la surveillance israélienne s'était transformé en levier de neutralisation. Et bien que, dans les premières heures, personne n'ait revendiqué officiellement la responsabilité, pour beaucoup la conclusion s'imposa d'elle-même. Le Mossad était derrière l'opération. Les services de renseignement israéliens s'y seraient préparés pendant des années, et le 17 septembre 2024, le plan fut finalement mis à exécution. Le 18 septembre 2024, exactement 24 heures après la première frappe, une seconde vague survint. Si la veille, ce furent les pagers qui se désagrégèrent, cette fois-ci ce furent les radios. Vers 17 heures, presque simultanément dans plusieurs régions du Liban, à Beyrouth, dans le sud et dans la Bekaa, de nouvelles explosions furent signalées. En quelques minutes, il apparut clairement qu'il ne s'agissait pas de pannes aléatoires, mais d'une opération multifaste soigneusement planifiée. Les conséquences de cette seconde attaque furent tout aussi marquantes. Plusieurs immeubles d'habitation prirent feu, des voitures et des motos furent endommagées par les flammes. La défense civile fit état de dizaines d'appels. Au total, les pompiers enregistrèrent plus de 70 interventions, allant de petits commerces et ateliers touchés jusqu'à un entrepôt de batteries entièrement affecté. Même lors des funérailles de membres du Hezbollah décédés la veille à la suite des déclenchements de pagers, de nouveaux incidents survinrent. Le symbole était évident, l'adversaire ne laissait pas de répit, avançant sans relâche et démantelant méthodiquement les communications du groupe. Un épisode particulièrement préoccupant eut lieu près de l'université américaine de Beyrouth. Un dispositif suspect fut découvert dans une ambulance.
L'armée libanaise dut procéder sur place à une neutralisation contrôlée, tandis que des sympathisants du Hezbollah empêchèrent les journalistes de filmer la scène. Pour faire face à la crise, la Croix-Rouge libanaise déploya une trentaine d'ambulances. Mais le point essentiel était le suivant. Le réseau de communication du Hezbollah s'effondrait littéralement en temps réel. Les appareils qui explosaient étaient des radios portatives, en particulier le modèle ICOM IC V82, largement utilisé par les combattants. Plus tard, le fabricant japonais précisa que la production de ce modèle avait cessé depuis plusieurs années et que les unités détenues par le Hezbollah étaient très probablement des copies non officielles. Dans la même nuit, plusieurs médias rapportèrent que non seulement les radios, mais aussi d'autres équipements électroniques avaient été touchés. Par exemple, certains scanners biométriques d'empreintes digitales auraient été endommagés. Il reste toutefois difficile de savoir si ces appareils avaient été piégés à l'avance ou simplement affectés par la chaîne d'explosions environnantes. À la fin du deuxième jour, le Hezbollah sombra dans un désordre total. Rupture des communications, incendies, confusion au sein des troupes et même quelques incidents impliquant les casques bleus de l'ONU. Tout indiquait que l'organisation avait perdu le contrôle de la situation. L'opération israélienne, qui avait commencé par les Pagés, s'était transformée en une démolition méthodique de l'infrastructure ennemie. Cette opération combinant pages et radio devint un véritable cauchemar pour le Hezbollah. Les rapports officiels faisaient état de plusieurs dizaines de morts et de milliers de blessés. Pour la plupart des membres armés du mouvement, exactement comme le Mossad l'avait prévu. Dans l'émission 60 minutes, un ancien agent identifié sous le nom de Gabriel expliqua la logique de la manœuvre. L'objectif n'était pas d'éliminer les combattants du Hezbollah. Lorsqu'un homme meurt, l'impact était limité. Mais lorsqu'il est blessé, il doit être transporté, soigné, pris en charge. Cela mobilise des ressources et sa présence devient un témoignage vivant du message que nous voulions transmettre. Il vaut mieux ne pas nous provoquer. Selon Gabriel, Israël voulait marquer non seulement les corps, mais aussi les esprits, laisser une trace psychologique durable, un rappel quotidien de la portée et de la supériorité de ses services de renseignement. Certaines rumeurs affirmèrent même que plusieurs explosions se seraient produites à proximité directe du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Au moment des faits, il se trouvait dans un abri souterrain entouré de ses proches collaborateurs lorsqu'une série de pagés se serait déclenchée non loin de lui. Selon des témoins, Nasrallah aurait vu de ses yeux les effets du souffle sur ses hommes. 2 jours après l'attaque, le dirigeant connu pour ses discours enflammés prononça une allocution inhabituellement sobre et monotone. Ceux qui l'écoutèrent remarquèrent immédiatement le changement. Si vous observiez son regard, il était déjà abattu. « J'étais sans de déchiria », déclara Gabriel. Même ses propres partisans virent en lui un homme brisé. Ce fut, pour beaucoup d'analystes, un tournant décisif dans le conflit. L'opération s'était déroulée exactement comme prévu. Les pagés n'affectèrent que ceux qui les tenaient, tandis que les civils à proximité étaient épargnés. Ainsi, Israël réalisa une frappe d'une précision extrême, visant directement les membres du Hezbollah tout en détruisant son réseau de communication et en frappant au cœur du moral de l'organisation. Cependant, une partie du plan ne se déroula pas comme prévu. Selon la presse turque, l'Agence nationale du renseignement turc, MIT, intercepta une deuxième vague d'attaques prévue quelques jours plus tard. À l'aéroport d'Istanbul, les agents saisirent un lot de 1300 pagés et 700 dispositifs explosifs destinés au Liban. Les inspecteurs découvrirent des charges dissimulées et des liquides hautement inflammables. En stoppant l'envoi, ils empêchèrent une nouvelle série de détonations et de possibles pertes supplémentaires. Après la vague d'explosions de pagés et de radios, la situation prit une tournure encore plus grave. Israël lança alors une campagne aérienne d'envergure visant des objectifs dans tout le Liban. Le point culminant fut atteint le 27 septembre 2024, lorsque des rapports indiquèrent que l'armée de l'air israélienne avait frappé un centre de commandement souterrain situé dans le quartier de Dahieh, à Beyrouth, tuant le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. À partir de là, le conflit s'orienta progressivement vers une accalmie. 2 mois plus tard, les 2 camps acceptèrent un cessez-le-feu, même si des affrontements isolés et des violations sporadiques se poursuivirent encore quelque temps. Le Hezbollah, affaibli, n'était pas totalement détruit. Comme l'a reconnu Gabriel lors de son entretien, la réponse à la question de savoir si l'organisation avait été totalement anéantie est non. L'opération avait porté un coup sévère à la chaîne de commandement, brisé le moral des troupes et contraint le Hezbollah à demander une trêve. Mais la structure, dans son ensemble, ne s'était pas évaporée du jour au lendemain. Certaines parties de l'appareil avaient en survécu et le réseau tenta, tant bien que mal, de se reconstituer. Malgré tout, Israël atteignit plusieurs de ses objectifs principaux. Son adversaire le plus redouté, l'organisation armée du Hezbollah, se trouvait profondément affaiblie.
Mais une question demeure, à quel prix? Environ 4000 personnes furent de blessées lors des attaques, et il reste difficile de déterminer combien d'entre elles étaient réellement membres du Hezbollah. Parmi les victimes figuraient probablement des civils et des personnes périphériques au mouvement, sans lien direct avec les décisions militaires. Sur la scène internationale, les opinions restèrent divisées. Pour certains, il s'agissait d'une opération stratégique réussie, menée par Israël contre un ennemi dangereux. Pour d'autres, c'était un acte disproportionné, aux frontières du terrorisme. Le débat sur la légitimité d'une telle action continue encore aujourd'hui. Un moment symbolique eut lieu en février 2025, lors de la visite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou aux États-Unis. Lors de sa rencontre avec l'ancien président Donald Trump, il lui remit un paget doré commémoratif, un clin d'œil direct à l'opération qui avait marqué le monde entier. Selon plusieurs sources, Trump aurait répondu simplement « c'était une grande opération ». Et vous, qu'en pensez-vous ? Croyez-vous que la fin justifie les moyens? Partagez votre avis dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Merci de votre attention et à très bientôt pour un nouveau reportage.